Il n'existe que deux mitrailleuses lourdes d'avant la Seconde Guerre mondiale encore en service actif en première ligne où que ce soit sur la planète. L'une est l'américaine M2 Browning. L'autre est une arme soviétique qui a détruit pour 1,5 milliard de dollars d'équipements militaires libyens, a été transportée à bicyclette à travers la jungle vietnamienne et a contribué à faire tomber l'Empire français. Et entre tout cela, l'Union soviétique a vu cette même arme devenir l'outil le plus efficace jamais utilisé contre ses propres forces en Afghanistan. Voici la DCHK. Elle a près de 90 ans. Elle a participé à plus de guerres que la plupart des pays et rien ne l'a véritablement remplacée. Mais pour comprendre comment une mitrailleuse lourde soviétique s'est retrouvée à l'arrière d'un Toyota dans le Sahara, il faut remonter à 1925. Le Conseil militaire révolutionnaire de l'Union soviétique s'est réuni et est parvenu à une conclusion assez simple. L'URSS avait besoin d'une mitrailleuse lourde. Ils ont spécifié un calibre compris entre 12 et 20 mm. Et le rôle principal qu'ils avaient en tête était la défense antiaérienne. Ils ont reconnu que l'arme pouvait remplir d'autres fonctions, mais ils ont été très clairs sur un point. Aucune décision de conception ne devait jamais compromettre son efficacité contre les aéronefs au profit d'un quelconque autre rôle. Les aéronefs d'abord, tout le reste ensuite. En 1929, lors de manœuvres militaires, les planificateurs soviétiques ont identifié une lacune très précise. Les aéronefs volant à basse altitude, opérant en dessous d'environ 1500 mètres, représentaient une menace réelle, et rien de ce qu'ils possédaient ne pouvait y faire face efficacement. Ils avaient donc besoin d'une mitrailleuse lourde antiaérienne dédiée, et ils en avaient besoin rapidement. La tâche fut confiée à Vassili Degtyaryov, l'un des concepteurs d'armes légères les plus accomplis de l'Union soviétique. À l'époque, Degtyaryov venait essentiellement de terminer la supervision du lancement en production de sa mitrailleuse légère DP-27, une conception qui allait servir l'armée soviétique avec beaucoup de succès pendant des décennies. Et la directive qu'il reçut était essentiellement « Prenez ce que vous connaissez et augmentez l'échelle ». Il travailla vite et dès 1930, il avait produit la DKD pour Degtyaryov, K pour mitrailleuse lourde en russe. Mais la DK n'offrit pas des performances suffisantes pour être adoptée. Et c'est là que le système soviétique de développement d'armement devient intéressant. Il réunissait périodiquement différents concepteurs et bureaux d'études, parfois en compétition, parfois en collaboration. Dans ce cas, un autre concepteur fut appelé pour corriger ce que Degtyaryov n'avait pas pu résoudre, et c'était Shpagin. Vous reconnaissez peut-être ce nom. Le CH dans le pistolet mitrailleur PPCH-41 correspond à Shpagin. Il développa un mécanisme d'alimentation par bande qui se fixait efficacement sur le dessus du mécanisme existant que Degtyaryov avait déjà conçu. Et ce nouveau système d'alimentation doubla presque la cadence de tir, la portant à environ 600 coups par minute, ce qui était considéré comme tout à fait satisfaisant pour le rôle antiaérien. Et l'élément clé était que l'alimentation par bande était fiable. Elle éliminait les chargeurs tambours encombrants et les munitions pouvaient désormais être simplement stockées dans de simples caisses remplies de bandes de cartouches, ce qui simplifiait considérablement la logistique et la manipulation. En février 1939, l'arme fut officiellement adoptée sous le nom de DCHK, portant désormais les initiales de ses deux créateurs, Degtyaryov et Shpagin, ainsi que le K pour mitrailleuse lourde, et elle fut désignée modèle de 1938. Le surnom qu'elle reçut, Douchka, signifie chéri ou bien-aimé en russe, ce qui vient simplement de DCHK. La production commença en 1939. Les premières armes atteignirent les troupes de première ligne en 1940. L'arme telle qu'adoptée en 1938 est le modèle d'origine, et cette version spécifique est rare aujourd'hui. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, la DCHK subit des modifications significatives, un système d'alimentation entièrement nouveau, ainsi qu'un certain nombre d'autres changements, et l'arme révisée devint la DCHKM. C'est cette variante qui devint prédominante dans l'ère d'après-guerre et dans la production mondiale par la suite. Alors avant d'aller plus loin, nous devons parler de l'origine même de ce concept de mitrailleuse de calibre 50. Car il ne commence pas en Russie. Il remonte à une seule décision allemande en octobre 1917. Les Allemands font face aux chars britanniques sur le front occidental et l'Allemagne créa la cartouche de 13,2 par 92 mm, conçue pour combattre les chars et les aéronefs. Or, la mitrailleuse qu'il prévoyait pour cette cartouche, qui était essentiellement un Maxim à échelle agrandie, allait prendre trop de temps. Mauser fut donc chargé de construire un fusil de remplacement temporaire, ce qui donna naissance au Tankgewehr M 1918, le premier fusil anti-char spécialement conçu au monde. Les Américains réfléchissaient déjà dans des directions similaires. John Moses Browning commença à reconcevoir sa mitrailleuse M 1917 en calibre 30-06.
tandis que Winchester développa une cartouche à échelle agrandie. Et ce travail produisit finalement la légendaire M2 Browning en calibre 50B MG. Les soviétiques complétèrent la chaîne. Entre 1930 et 1934, les concepteurs soviétiques développèrent la cartouche de 12,7 par 108 mm. Essentiellement, leur réponse à la fois à la 13,2 allemande et à la 50B MG américaine. Pour comparaison, la 50B MG américaine, utilisée dans la Browning M2, mesure 12,7 par 99, même diamètre de balle, mais l'étui soviétique est 9 mm plus long. La cartouche soviétique est légèrement plus puissante, bien que pas à un degré que l'on remarquerait significativement en termes pratiques. Et malgré le calibre partagé, les deux cartouches sont totalement non interchangeables. Les culots des étuis sont significativement différents en dimension et en conception. Il existe une légende persistante qui circule, suggérant que les munitions soviétiques de 12,7 pourraient être utilisées dans les armes américaines de calibre 50, mais pas l'inverse. C'est entièrement faux. Aucune des deux cartouches ne fonctionne dans les armes chambrées pour l'autre. Et si vous regardez la chronologie, le développement de la DCHK est étroitement parallèle à l'histoire de la M2 Browning. La différence réside dans la façon dont ils ont formulé le cahier des charges. Les Américains ont construit leur programme de mitrailleuses lourdes autour de deux menaces, les véhicules de plus en plus blindés et les aéronefs. Les Soviétiques ont placé les aéronefs comme priorité absolue. Alors, parlons de la façon dont cette chose fonctionne réellement, puis passons directement au combat. La DCHK fonctionne par emprunt de gaz avec un verrouillage à volet basculant. Ce que cela signifie en pratique, c'est que les gaz prélevés du canon poussent le porte-culasse vers l'arrière et les volets de verrouillage se dégagent par came au fur et à mesure du mouvement. Elle tire à culasse ouverte, donc quand l'arme est armée et prête, la culasse est maintenue complètement en arrière. Vous appuyez sur la détente, elle se libère, la culasse part vers l'avant, extrait une cartouche de la bande, la chambre et tire. Simple et efficace. Il existe deux façons d'armer la DCHK, et d'un point de vue ingénierie, c'est une conception vraiment pratique. La méthode principale utilise une poignée d'armement située sous les poignées en bêche. Cette poignée fait en réalité partie de l'affût de l'arme plutôt que de l'arme elle-même, mais c'est de loin la façon la plus facile d'armer l'arme, car l'opérateur peut mettre tout le poids de son corps dans le mouvement. Vous la tirez vers l'arrière pour verrouiller la culasse en position arrière, vous la ramenez vers l'avant, et l'arme est prête à tirer. Mais il existe aussi une méthode secondaire pour les situations où l'arme pourrait se trouver sur une plateforme dépourvue de la poignée principale. Un petit logement sur le côté du boîtier de culasse est dimensionné pour accepter un étui vide de calibre 50 soviétique qui se verrouille en place et sert de poignée d'armement manuel. Et vous êtes censé utiliser un étui vide pour cela, pas une cartouche chargée. L'arme possède un support sur son côté gauche pour monter une caisse à munitions. Elle dispose d'un bouton à ressort qui verrouille la caisse en place. La caisse elle-même possède deux barres de montage qui glissent sur ce support, et une fois montée et verrouillée, l'avant s'incline vers l'extérieur pour créer un plateau d'alimentation lisse menant jusqu'à l'arme. Vous pouvez fermer le couvercle sur les munitions en bande pour empêcher les débris d'entrée, avec juste une ouverture étroite laissée pour que la bande puisse s'alimenter dans le boîtier de culasse. C'est un système bien conçu. Donc, la cadence cyclique est d'environ 600 coups par minute, ce qui semble formidable sur le papier, mais en tir soutenu pratique, cela chute considérablement à quelque chose entre 80 et 125 coups par minute. Et c'est limité par la longueur de la bande plus l'échauffement du canon. Avec des cartouches perforantes incendiaires B32, elle peut percer 20 mm de blindage en acier à 500 mètres. Le poids est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. La DCHK, dans sa configuration d'affût au sol standard, pèse 34 kg pour l'arme seule, ce qui est à peu près comparable à la M2 à 38 kg. L'écart n'est pas énorme, mais la configuration complète portable pour l'infanterie raconte une histoire très différente. La DCHK sur son affût universel Kleshnikov avec roue amovible atteignait un poids écrasant de 157 kg. C'est 346 livres. Comparez cela à la M2 sur son trépied M3, à environ 58 kg au total, soit environ 128 livres. Donc, si votre infanterie transporte cet engin, vous parlez de près de 3 fois le poids du système américain. Et cela compte. L'arme est équipée d'un bouclier blindé durci d'environ 5 mm d'épaisseur, soit à peu près un quart de pouce, conçu pour protéger l'arme et son équipage, jugé suffisant pour arrêter les balles standards de calibre 30 de fusil. Et les pieds du trépied peuvent être écartés vers l'extérieur, et l'ensemble peut être redressé pour servir d'affût anti-aérien dédié, offrant une bien plus grande plage d'élévation pour engager des cibles aériennes, ce qui est logique puisque c'était l'objectif principal depuis le premier jour. Maintenant, comparons les deux armes en termes de philosophie de conception, car c'est là que les différences comptent vraiment.
La M2 Browning a évolué depuis des prototypes de 1918, en passant par la M1920 et un refroidi par eau, jusqu'à la M2 à canon lourd définitive. Elle fonctionnait par recul, tirait à culasse fermée et était conçue dès le départ comme une arme universelle. Le boîtier de culasse commun pouvait être configuré de 7 façons différentes pour des trépieds d'infanterie, des pivots de véhicules, des ailes d'avion, des affûts navals. Les Américains en ont monté sur tout. Mais pendant des décennies, la M2 avait une faiblesse notoire. Et quiconque a travaillé avec en connaît exactement la nature. L'espace de tête et le calage. Chaque changement de canon nécessitait de s'arrêter pour régler manuellement l'espace de tête et le calage. Une erreur, et vous obteniez un étui rompu. Ou pire, une cartouche qui partait avant que la culasse ne soit complètement verrouillée, ce qui est un événement potentiellement catastrophique. La DCHK, en tant qu'arme à emprunt de gaz tirant à culasse ouverte, n'a jamais eu ce problème. Sa conception à verrouillage par volet maintenait la relation culasse-chambre contrôlée sans aucun réglage manuel. Et cela rendait la DCHK nettement plus tolérante pour des opérateurs moins formés et des forces irrégulières, ce qui, et c'est important, s'est avéré être un avantage crucial étant donné qu'il allait réellement finir par utiliser cette arme partout dans le monde. Le problème d'espace de tête et de calage de la M2 ne fut résolu qu'avec la M2A1, classifiée en 2010. Ce problème a donc persisté pendant la majeure partie d'un siècle. En termes de précision cependant, la M2 garde l'avantage. Son tir à culasse fermée élimine le choc de culasse que les armes à culasse ouverte, comme la DCHK, subissent au moment du tir. Il y a donc un compromis à faire. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé quand elle est réellement partie en guerre. Quand l'Allemagne envahit l'Union soviétique, la marine soviétique ne possédait que 787 mitrailleuses DCHK, et la production pendant la Seconde Guerre mondiale fut honnêtement remarquablement lente comparée aux équivalents américains. Au début de 1942, l'Union soviétique ne disposait au total que de 720 DCHK. À la fin de la guerre, ce nombre était monté à environ 9000. Et dans une guerre mondiale menée à l'échelle industrielle, 9000, ce n'est rien. C'étaient véritablement des armes à faible production. Tandis que les Américains produisaient des centaines de milliers de M2 Browning pendant la guerre, montés sur pratiquement tout, des camions, des chars, des chasseurs, des bombardiers, à tout ce sur quoi on pouvait physiquement en boulonner une. À partir de 1943, les Soviétiques commencèrent à monter des DCHK sur les chars, en commençant par le char lourd IS-2. Elle était installée sur un gros affût pivot derrière la coupole du commandant, et à partir de ce moment, elle devint un équipement standard sur presque chaque conception de char soviétique. Si vous regardez n'importe quelle photo de la guerre froide d'un char soviétique, cette grosse mitrailleuse qui dépasse de la tourelle est presque certainement une DCHK. Et voici un détail intéressant. Le T-55 fut en fait construit sans mitrailleuse lourde au départ. Les Soviétiques estimaient que les avions à réaction étaient trop rapides pour être engagés avec une mitrailleuse. Alors pourquoi s'embêter à en monter une? Puis le Vietnam arriva, et ils réalisèrent que la vraie menace aérienne n'était pas les jets, c'était les hélicoptères. Des hélicoptères lents, volant à basse altitude, exactement le type de cible pour lequel la DCHK avait été conçue à l'origine. Alors en 1970, ils rééquipèrent le T-55 avec la DCHK spécifiquement à cause de la menace des hélicoptères. Sur le T-62, la tourelle était si exiguë que le chargeur devait physiquement sortir du char et se tenir debout sur la plage arrière pour tirer avec la DCHK. À partir du T-64, les chars soviétiques plus récents passèrent à la NSV Utios, un remplacement plus léger et plus précis, adopté en 1971. Le T-72 et le T-80 utilisent également la NSV, mais après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie développa la mitrailleuse Kord comme remplacement de production nationale, et c'est ce qui équipe le T-90 aujourd'hui. La Kord utilise les mêmes points de fixation, elle peut donc être installée sur des chars plus anciens également. Ainsi, au cours de la guerre froide, la production de la DCHKM s'étendit considérablement. Le nombre total d'armes produites finit par dépasser 1 million. La prolifération massive de la guerre froide les plaça dans plus de 70 pays, et les ventes au rabais post-soviétiques les rendirent extrêmement bon marché. Et à l'ère moderne, la DCHK a été trouvée en service et dans des conflits pratiquement partout. Et quand vous avez mis plus d'1 million d'exemplaires de quelque chose dans le monde, ça ne disparaît pas comme ça. Or, la véritable histoire de la Douchka, qui a forgé sa réputation, commence en réalité après la Seconde Guerre mondiale, en 1954. Les Français fortifièrent une vallée isolée au Vietnam, appelée Dien Bien Phu, s'attendant à écraser le Viet Minh dans une bataille rangée.
Ils supposaient que l'ennemi n'avait rien qui puisse sérieusement menacer leur approvisionnement aérien. Ils avaient complètement tort. Le général Giap amena environ 100 mitrailleuses DC-HK et 36 canons anti-aériens plus lourds de 37 mm dans les montagnes entourant la vallée. Ces armes furent traînées à travers des centaines de kilomètres de jungle, démontées, transportées sur des bicyclettes modifiées, portées sur le dos de 15 000 porteurs civils le long de sentiers de montagne trop étroits pour tout véhicule, puis réassemblées sur les versants opposés des crêtes, complètement invisibles depuis le bas. Quand les avions français tentèrent de les bombarder, les équipages retiraient simplement les armes dans des tunnels et attendaient. Une fois l'assaut lancé, les DC-HK et les canons de 37 mm créèrent un mur de feu au-dessus de la vallée. La piste d'atterrissage fut détruite en quelques jours. Chaque avion qui tentait d'approcher était criblé. Les Français perdirent 62 aéronefs détruits et 167 autres endommagés. La majeure partie de leur puissance aérienne restante dut se concentrer uniquement sur la suppression des canons pour que les avions de transport puissent tenter des largages par parachute. Mais ce n'était pas suffisant, loin de là. La garnison mourut de faim. Le siège dura 57 jours et plus de 2200 soldats français périrent, tandis qu'environ 11 000 furent capturés. Parmi ces prisonniers, seuls environ 3300 rentrèrent chez eux. Le gouvernement français démissionna et la domination coloniale en Asie du Sud-Est prit fin, en partie à cause d'une mitrailleuse transportée à bicyclette à travers la jungle. La guerre du Vietnam cimenta la réputation de la DC-HK comme l'arme anti-hélicoptère la plus meurtrière de la guerre froide. Le taux global de perte d'aéronefs atteignit 42%, et la DC-HK, ainsi que sa copie de fabrication chinoise, le Type 54, contribuèrent largement à ces destructions. Le UH-1 Huey, qui était presque totalement dépourvu de blindage, était catastrophiquement vulnérable. Les troupes américaines appelaient la DC-HK le calibre 51 pour la distinguer de leur propre M2 Browning de calibre 50. L'armée populaire vietnamienne et le Viet Cong développèrent la configuration classique contre les hélicoptères, l'embuscade en triangle. 3 DC-HK, positionnés à environ 1 km d'intervalle, couvrant une zone d'atterrissage d'hélicoptères depuis 3 directions. La première arme servait d'appât, tirant sur les hélicoptères de transport en approche. Quand les hélicoptères de combat d'escorte se tournaient pour engager cette première arme, les 2 autres ouvraient le feu sur les queues exposées des hélicoptères de combat. Les hélicoptères de transport de troupes étaient attaqués juste au moment où ils touchaient presque le sol, ne laissant aux pilotes aucune marge de manœuvre. Or, il existe un fil conducteur intéressant qui relie la DC-HK aux tirs de précision à longue distance. Le sergent-chef tireur d'élite Carlos Adcock réalisa ce qui était alors le tir de sniper confirmé le plus long de l'histoire, 2286 mètres, en utilisant une mitrailleuse M2 Browning de calibre 50 équipée d'une lunette. 2 décennies plus tard, en Afghanistan, les tireurs d'élite soviétiques bouclèrent la boucle. Ils équipèrent des DC-HK de lourdes lunettes télescopiques et chargèrent de courtes bandes de munitions sélectionnées de qualité compétition, convertissant la mitrailleuse en arme de précision à très longue portée. Les soviétiques observèrent les pertes américaines d'hélicoptères dues au feu de DC-HK au Vietnam, et ils en tirèrent les leçons. Les concepteurs soviétiques entourèrent le pilote du Mi-24 Hind d'un épais cockpit baignoire en titane, avec des vitres pare-balles résistant au calibre 50, et le résultat fut que les Hind pouvaient absorber des impacts de DC-HK et continuer à voler. Le Mi-8 de transport, cependant, était bien moins protégé, et le feu de DC-HK en abattit plusieurs. Puis vint la guerre des Toyota en 1987, la phase finale du conflit tchado-libyen. Et c'est là que la DC-HK sur un pick-up, le Technical, devint sans doute la configuration d'armes la plus emblématique de la guerre irrégulière moderne. La Libye occupait le nord du Tchad avec 8000 soldats, 300 chars et 60 avions de combat. Le Tchad disposait de 10 000 soldats sans chars, sans avions, sans hélicoptères. Ce qu'ils avaient, c'était 400 pick-up Toyota livrés par la France, équipés de missiles anti-chars Milan et de mitrailleuses DC-HK. Utilisant des tactiques de harcèlement de style razzia, les forces tchadiennes dévastèrent absolument les Libyens. À la bataille de Fada en janvier 87, les camions tchadiens encerclèrent 2000 défenseurs libyens, détruisant environ 100 chars et véhicules blindés, tout en ne perdant que 18 hommes et 3 camions. La Libye perdit finalement 7500 tués et $1,5 milliard d'équipements militaires face à une flotte de Toyota avec des DC-HK boulonnés à l'arrière. Avançons jusqu'à l'Ukraine. La DC-HK y a reçu 2 vies entièrement nouvelles. S'appuyant sur des milliers de DC-HK soviétiques hérités, les Ukrainiens ont développé une conversion d'infanterie tirant à l'épaule. Des freins de bouche massifs, des bipodes pour le tir couché, des crosses d'épaule avec poignées pistolets remplaçant les poignées en beige d'origine. Le résultat fut une arme antimatérielle portable par 2 hommes,
Une conception vieille de 87 ans, réinventée une fois de plus. Et cela nous amène à quelque chose qui mérite qu'on prenne du recul pour l'apprécier. La DCHK et la M2 Browning sont les deux seules mitrailleuses de calibre 50 d'avant la Seconde Guerre mondiale, encore en service actif en première ligne dans le monde entier. Toutes deux approchant les 90 ans de déploiement continu. Chaque tentative de remplacement a soit échoué, soit n'a que partiellement réussi. La Corde, adoptée en 1998, représente la génération actuelle de mitrailleuses lourdes russes. Mais les stocks de DCHK restent massifs à travers le monde.